Tu es soudeur ou tu es en train de te former pour le devenir, tu te vois travailler dans une mine en Australie, loin de la grisaille française au mois de novembre, en rotation 2 semaines on, une off, à te faire de nouveaux potes et qui sait, peut-être même découvrir que le bug Tinder n'existe pas sous d'autres latitudes. C'est pas si déconnant, je l'ai déjà fait, pas en Australie mais au Canada. Je suis arrivé ici avec un PVT, j'ai obtenu assez rapidement un job dans le minier, j'ai rencontré ma fiancée ici, toutes les cases je les ai cochées, et là j'accumule de l'expérience parce que ma prochaine étape, c'est exactement ça, c'est l'Australie. Sauf qu'il y a un truc que personne dit dans les vidéos qui pullulent sur le sujet, si t'arrives juste avec une qualif de soudeur, alors tu vas trouver du travail, mais sur les postes basiques, mal payés pour le secteur, et au bout d'un an, t'auras à peine rentabilisé ton billet. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment sortir du lot. Avant qu'on aille plus loin, je vais casser un mythe. Quand tu penses travailler dans le minier, tu vois quoi dans ta tête? Une mine à ciel ouvert, au milieu du désert australien, donc des camions énormes, du fly-in, fly-out, 2 semaines on, une semaine off, des conditions extrêmes, de la chaleur, de la poussière. C'est un peu l'équivalent d'Arrakis dans Dune, et ça, c'est un peu ce que YouTube te vend en boucle. Sauf que ça, c'est une partie du minier. Une partie visible, médiatique, parce qu'elle se filme bien, mais le minier en réalité, c'est un écosystème énorme. Il y a la mine elle-même, oui, mais il y a aussi tous les ateliers qui fabriquent les équipements miniers. Concasseurs, convoyeurs, broyeurs, godets, bennes, structures. Il y a des ateliers qui réparent et qui font la maintenance de ces équipements quand ils reviennent du terrain. Il y a aussi les fabricants de pièces d'usure. Il y a les chantiers de construction d'infrastructures minières. Tout ça, c'est aussi le minier. Et tout ça, c'est très bien payé. Parce que le secteur, en fait, en amont, il est rentable et il tire tout le monde vers le haut. Moi, perso, je suis pas en mine, même si on me l'a déjà proposé. Je suis en atelier, je bosse sur des équipements miniers, donc dans des conditions normales, avec des horaires normaux, même si par moment il y a des gros rushs, et donc ça me permet de très très bien gagner ma vie, sans avoir à m'arracher en fly-in, fly-out à l'autre bout du Québec ou du Canada. Et c'est exactement le genre de poste en fait que les gens ignorent, parce qu'ils ont l'image de mine égale camion égale désert en tête. Donc le minier c'est porteur, oui, mais c'est porteur sur un bassin d'emploi qui est beaucoup plus large que la mine elle-même, et les meilleures places en fait dans les meilleures boîtes, et ben, elles vont à ceux qui ont les compétences les plus recherchées, pas à ceux qui sont les plus prêts à souffrir. Bon, maintenant je vais te dire pourquoi moi je mise sur ce secteur. Pas pour te dire de faire pareil, hein, encore une fois, tu auras ton propre raisonnement à faire, mais pour que tu comprennes comment je l'ai analysé. Il y a une mécanique super simple à comprendre qui s'applique à toutes les ressources qu'on extrait du sol. T'as deux courbes. La première, c'est le coût pour sortir une once de matière, que ce soit de l'or, de l'argent, de la bauxite ou peu importe. Cette courbe-là, elle monte sur le long terme. C'est documenté, c'est observable. Alors pourquoi? Parce qu'on a déjà extrait les gisements faciles. Les nouveaux, ils sont plus profonds, plus loin, dans des conditions plus dures. Tu as aussi des contraintes environnementales qui s'ajoutent, des coûts d'énergie et de main-d'œuvre qui montent, et les techniciens spécialisés capables de faire tourner ces exploitations, il y en a de moins en moins, donc ils coûtent plus cher. La deuxième courbe, c'est le prix de vente sur les marchés. Et celle-là, sur le long terme aussi, elle a tendance à monter. Il y a des hauts et des bas selon les périodes, je vais pas te mentir, c'est pas linéaire, mais la tendance globale, elle est à la hausse, et pour des raisons qu'on connaît. Ça peut être les politiques monétaires, la gestion de la dette publique, le contexte international. Le truc, c'est que sur le long terme, plus le prix de vente progresse plus vite que les coûts, plus les entreprises minières deviennent rentables. Et plus elles sont rentables, plus elles investissent dans de nouvelles concessions, dans la modernisation des sites existants et dans des nouveaux ateliers de fabrication d'équipements. Grosso modo, il y a du boulot sur la durée et dans tout l'écosystème dont je viens de parler. Et là, attention, la plupart des gens, quand tu leur dis minier, ils pensent or, point. Mais le minier, c'est pas que l'or, c'est aussi l'argent, le cuivre, le lithium, la bauxite qui va servir à faire l'aluminium qu'on utilise partout, et surtout les terres rares. Et les terres rares, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et là, depuis octobre 2025, on est passé sur du ça va sûrement se faire, et ça se fait maintenant officiellement. Trump et le Premier ministre australien Albanese, là, ils ont signé un accord qui s'appelle le Critical Minerals Framework. Donc c'est 3 milliards de dollars d'investissement conjoint sur 6 mois, sur des projets dont les ressources récupérables sont estimées à 53 milliards. Et c'est juste le début. Donc là, l'agence de financement américaine, l'Export-Import Bank, donc débloque elle-même plus de 2 milliards en plus. T'as le département de la guerre américain, donc oui, un département
département de la guerre qui finance la construction d'une raffinerie de gallium en Australie occidentale. Le gallium, c'est un métal stratégique pour les semi-conducteurs et les systèmes d'armement. Il y a des analystes qui parlent déjà de mining boom 3.0 pour l'Australie. Donc c'est le troisième grand boom minier du pays, après ceux des décennies passées. Et tout ça, en fait, c'est lié directement à la course à l'IA, aux microchips, aux batteries et à la volonté américaine de ne plus dépendre de la Chine sur ses ressources. Donc quand tu mets tout ça ensemble, coût d'extraction qui monte sur le long terme, prix qui suivent la même tendance, diversification au-delà de l'or, et maintenant un cadre géopolitique massif qui débloque des milliards et qui crée du boulot pendant des années, tu te retrouves face à un secteur qui a tous les ingrédients pour rester porteur sur 10, 15, 20 ans. Je vais pas te garantir l'avenir, je suis pas Madame Irma, mais quand tu as autant de courbes qui pointent dans la même direction et un cadre officiel qui acte tout ça, c'est rarement un hasard. Bon, jusque-là, on a parlé du secteur. Maintenant, je veux te parler de toi. Parce que le secteur peut être ultra porteur, mais si tu arrives mal préparé, t'en profites pas. C'est ça que j'ai compris au fil des années, et c'est ça qui change tout. Une carrière, c'est pas un truc qu'on subit, c'est pas non plus un truc qu'on copie. Une carrière, ça se construit, et il y a un mot que j'aime bien pour décrire ça, c'est build. Alors ouais, je l'ai chopé dans des jeux vidéo quand j'étais ado, je vais pas le cacher, mais c'est devenu un mot que t'entends partout maintenant, donc en sport, en business, dans le développement perso, et c'est exactement le bon mot. Construire un build. Ça veut dire 3 choses simples. Premièrement, t'analyses où tu veux aller. Quel secteur, quel type de poste, quelles conditions, c'est ton objectif final. Deuxièmement, tu choisis les compétences qui te rapprochent de cet objectif, et tu les choisis pour qu'elles se renforcent entre elles, pas qu'elles partent dans tous les sens. Troisièmement, tu assumes que tu vas pas pouvoir tout faire. Si tu te disperses pour être moyen partout, tu seras malheureusement moyen partout. Si tu construis un profil cohérent autour d'un objectif clair, là par contre, tu deviens rare et recherché. Et le piège, celui que je vois sans arrêt, c'est de copier le profil du voisin. Le mec voit qu'un tel a réussi en faisant TIG nucléaire, il va faire TIG nucléaire, sans avoir analysé si ça correspond à sa situation, à ses objectifs, à ses contraintes, et au bout de 5 ans, il se retrouve avec un profil qui ne sert pas son projet à lui, il a juste fait une copie ratée de quelqu'un d'autre. Après toute cette théorie, je vais te montrer concrètement comment moi j'ai appliqué ça à mon propre parcours. Pas pour te dire de faire pareil, encore une fois ton build sera différent du mien, mais pour que tu vois à quoi ressemble une construction cohérente dans la vraie vie. Mon objectif, je l'ai posé clairement il y a quelques années, c'était de travailler dans le minier, dans des conditions correctes, avec un profil polyvalent qui me rend rare, pas spécialiste monoprocédé, pas voie classique, soudeur pur, un profil qui empile des compétences qui se renforcent entre elles. Alors concrètement, j'ai construit autour de 3 piliers. Alors la soudure, ça c'est la base, mais sans en faire ma seule corde. Le montage, donc ça c'est ce que les anglo-saxons appellent fabricator, parce que en structure, en fait, on te demande pas juste d'assembler vite fait, on te demande de respecter les cotes du plan millimètre, de monter d'équerre, d'aligner, de garantir des angles précis, des niveaux, des perpendicularités. Et ensuite, la dernière compétence sur laquelle je travaille, c'est la mécanique industrielle. Parce que les équipements que je peux produire, c'est pas juste des structures soudées, c'est des machines complexes. Donc ça fonctionne avec des rouleaux, des paliers, des arbres, de la transmission. Il faut savoir monter tout ça correctement pour que le client reçoive un équipement qui fonctionne dès la mise en route. Concrètement, je vais te montrer un peu ce que ça donne. Donc regarde ça. Ça, c'est un convoyeur. Donc je l'ai réalisé moi-même avec un helper. Ça, c'est pour du forestier, c'est pas pour du minier. Il a une inclinaison précise en fait à 7 degrés et tout le travail, il est dans le respect des dimensions et de l'angle. Donc si je monte ça d'à peine quelques millimètres de travers, l'ensemble travaille mal. Donc les rouleaux vont se désaligner, la bande elle va dériver. Et donc le client te rappelle, il a fallu lire le plan, contrôler les dimensions à chaque étape, monter la structure d'équerre, garantir les 7 degrés exacts et souder l'ensemble en fait en respectant les contraintes de charge, littéralement. Ensuite, ça, c'est des rouleaux que j'ai montés pour un client dans le minier. Donc là, on est dans de la mécanique pure. Donc là, tu vas travailler avec des bearings, des cases en fonte, des bushings, des taper locks. Je suis vraiment désolé, je connais absolument pas les termes en français. Je sais que bearing, c'est roulement à billes. Donc il faut respecter les tolérances de montage, les jeux, les serrages en fait. Parce que sinon, vous pouvez littéralement foutre en l'air un rouleau. Et donc en fait, s'il y a un équipement qui tombe en panne sur site, un équipement mini en panne, littéralement, ça coûte des milliers de dollars au client, donc c'est vraiment la merde. Donc sur le convoyeur, c'est de la soudure, du montage de précision, et sur les rouleaux, c'est de la mécanique pure. Et ça, c'est exactement en fait le même atelier, le même mec,
Alors pas les mêmes contrats, hein, donc si je savais juste souder, bah, j'aurais pas pu monter les rouleaux, si je savais juste faire de la mécanique, j'aurais pas pu sortir le convoyeur. Et en fait, c'est l'empilement de tout ça qui me rend utile dans ce type d'atelier, et c'est en fait ce genre d'atelier un peu partout dans le monde qui fait tourner toute la chaîne d'approvisionnement du minier. Je vais être honnête, j'ai aussi fait des choix négatifs, des trucs que j'ai pas poursuivis alors que YouTube me les vendait à longueur de vidéo. J'ai pas visé soudeur scaphandrier, j'ai pas visé TIG nucléaire pur, j'ai pas cherché à devenir spécialiste monoprocédé, pas parce que ces voies sont mauvaises, hein, y en a qui en vivent extrêmement bien, mais pour mon objectif, pour ma vision du métier, c'était pas le bon empilement, et en fait j'ai l'impression que faire trop de choses à la fois, c'est ce qui te rend moyen partout. Le résultat aujourd'hui, bah, j'ai un profil qui me met en position de force quand je négocie un poste, pas parce que je suis le meilleur des soudeurs, hein, il y a plein de gens qui soudent bien mieux que moi, mais parce qu'en fait mon profil dans son ensemble est plus rare, plus directement utile dans les ateliers ou les chantiers que je vais viser, et ça c'est pas du talent, hein, c'est simplement de la construction. Maintenant, je te raconte pas tout ça pour que tu copies mon parcours, au contraire, tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a quelques minutes, copier le profil du voisin, c'est exactement le piège, le tien sera différent du mien et c'est normal. Peut-être que toi, ton truc, c'est plus l'aluminium et l'aéronautique, peut-être que c'est l'agroalimentaire, peut-être que c'est le pétrochimie, peu importe, le secteur, c'est ton choix. La méthode, elle est la même pour tout le monde. Analyse ton objectif, choisis des compétences qui se renforcent entre elles, assume les trade-offs, et je vais être honnête avec toi, faire ça tout seul c'est extrêmement long, comprendre quelles compétences valent vraiment le coup sur le marché que tu vises, identifier les secteurs qui montent, repérer les boîtes qui te forment réellement par opposition à celles qui t'utilisent comme de la main d'œuvre interchangeable, savoir où aller chercher telle ou telle compétence, ça prend des années d'erreurs, et pendant que tu fais des erreurs, bah en fait tu brûles ton temps et ton énergie dans des boîtes qui te formeront à rien d'exploitable ailleurs. C'est exactement pour ça que j'ai créé Soudeur à coup sûr. C'est pas un programme technique, c'est pas un cours pour t'apprendre à souder. Il y en a des centaines sur YouTube et la plupart sont très bien faits. Soudeur à coup sûr, c'est un programme méthodologique et j'ai mis dedans tout ce que j'aurais voulu savoir dès le début pour pas perdre 5 ans à tâtonner. Comment analyser un secteur avant de t'engager, comment identifier les compétences qui te démarqueront vraiment, comment repérer les boîtes qui forment vraiment, quelle certification vise juste et comment construire un profil qui se valorise à l'international, en Australie, au Canada, en Afrique australe, là où tu veux. L'idée, c'est pas que tu deviennes une copie en fait plus ou moins de moi-même, hein. L'idée, c'est que tu construises ton build à toi, le tien, en gagnant des années que moi, par exemple, j'ai pu perdre malheureusement quand j'ai commencé. Pose-toi la question concrètement, combien tu perds en salaire, en année, en opportunités ratées, à galérer dans des boîtes qui ne te forment pas vraiment. Donc en général le calcul il est vite fait. Le lien il est dans la description, je t'invite à aller voir ce qu'il y a dedans. Si c'est pour toi tu le sauras direct, si c'est pas pour toi c'est pas grave, on continue avec la chaîne. Et dans la prochaine vidéo, donc on va quitter la stratégie pour rentrer dans le concret pur. Je vais te montrer comment souder un des matériaux centraux du minier, où que tu sois sur la planète, hein, l'Ardox 500 au fil fourré. C'est un acier d'usure ultra utilisé dans le minier, donc ça peut être sur des godets, sur des pièces, peu importe. En général, moi je soude, c'est pour des plaques d'usure, donc parce que ça résiste quand même pas mal à l'abrasion. C'est un matériau que beaucoup de soudeurs ratent malheureusement, parce qu'ils l'abordent comme un acier ordinaire. Je vais te montrer un peu les bons choix de paramètres, la préparation. Donc si tu as décidé de vraiment te concentrer sur le minier comme moi je l'ai fait, savoir souder ce matériau là, c'est une corde de plus à ton arc et c'est une corde qui se monnaie très bien. Abonne-toi pour pas la rater. Bon, on a fait le tour, donc si tu retiens un seul truc de cette vidéo, retiens celui-là. Une carrière ça se bâtit, pas après le billet d'avion, avant. Si tu as une question ou une remarque, balance en commentaire, je lis absolument tout. J'essaye de répondre quand je peux et je te dis à la prochaine.